Bonjour à tous et toutes sur ce webinaire Les Midis de l'UR, proposé tous les mois par l'Union régionale, votre fédération union en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous propose ces webinaires tous les mois. Ce mois-ci, on reçoit Olivier Amand, biologiste, expert sur les questions du vivant, qui a écrit de multiples ouvrages et fait de plus en plus de conférences sur la question de la robustesse. Alors, nous l'avons invité ce mois-ci pour parler de la robustesse face à la performance, qui est un impératif de nos organisations dans le monde économique que nous partageons, que nous avons en commun. Olivier, merci d'avoir accepté. J'ai vu que ton emploi du temps était plein à craquer. On a donc réussi à trouver cette date, ça remonte à quelques mois déjà de notre première prise de contact. Donc, merci d'avoir dégagé ce temps-là sur jusqu'à 13h45. On peut t'écouter pendant environ 40-45 minutes et on aura un temps d'échange avec la salle, que ce soit par discussion publique sur le chat pour vos questions, vos remarques, ou en ouvrant votre micro tout à l'heure. Dans tous les cas, nous couperons l'enregistrement à ce moment-là pour vous laisser une libre parole. Je n'ai rien oublié, sinon que vous pouvez lever la main si vous avez une question tout à l'heure. En haut à gauche sur le volet, la discussion publique, le chat. Juste en dessous des notes partagées où vous retrouvez les vidéos dont parlait Fabienne à l'instant pour les conférences d'Olivier Amand. Et je te laisse la parole, Olivier. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas, merci à toutes et tous d'être là. Je vais vous parler de robustesse en effet, à la surprise générale. Alors donc du coup, juste un petit mot sur moi. Donc moi je suis chercheur, je travaille dans un laboratoire de biologie végétale. Et d'ailleurs vous allez voir, je me suis un peu construit en réaction un petit peu à un enseignement de la biologie qui était peut-être un peu dépassé à l'époque de mes études, et qui a bien changé depuis. Alors, troisième voie du vivant, donc je commence avec ce tableau-là du douanier Rousseau. C'est un tableau qui donne un peu l'impression qu'on a du vivant quand on est un enfant, grosso modo. Voilà, c'est un peu foisonnant, un peu mystérieux, il y a des couleurs, c'est un peu désorganisé, tout ça. Et puis, assez rapidement, on se rend compte qu'on l'a transformé en ça, Donc, un vivant qui est toujours vivant, mais qui est très organisé, qui est très rationalisé, qui est très optimisé. En fait, on se rend assez vite compte qu'une des valeurs cardinales du monde qui nous occupe, c'est l'optimisation, c'est la performance. Donc, que je vais définir pour qu'on soit bien d'accord. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc, efficacité, c'est atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et ben, du coup, voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'être comme ça dans la performance tout le temps? Alors, en fait, on le voit partout. Donc, c'est pas seulement dans les paysages. Là, c'est par exemple dans l'agriculture, c'est dans l'urbanisme, les villes, dans l'architecture. Enfin, tout est vraiment soumis à cette injonction de performance. Et du coup, voilà, quels sont les signes que cette performance va pas très bien? Alors, il y en a qui sont évidents, et donc je prends celui-là. Là, ça, c'était un extrait du Monde, un article dans le Monde qui disait, donc c'était un certain Robin qui disait: «J'avais poussé la porte de son cabinet pour avoir des somnifères dans l'espoir de retrouver le sommeil et de continuer à fonctionner au boulot». Donc là, on voit donc un certain Robin, 27 ans, qui est clairement en train de partir en burn-out, et qui essaye de trouver une béquille chimique, et qui a complètement intégré le fait qu'il se comportait comme une machine. C'est qu'en fait, il utilise le verbe fonctionner. Donc en fait, c'est ça, le burn-out, c'est quand on va, en fait, la performance écrase tout, jusqu'à se détruire soi-même, Et donc après, si on va dans un délire performant total, il faut suivre notre gourou à tous, notre gourou de la performance, Elon Musk, quand il dit: «La clé est que nous devons faire fonctionner le projet sur Mars». Donc on retrouve d'ailleurs fonctionner là, mais aussi juste cette idée qui est totalement délirante. Vous savez que Mars est une planète morte. Donc ce projet n'a absolument aucun sens. Avant qu'on envoie des humains sur Mars, il va falloir du temps. On ne sait pas faire l'agriculture circulaire sur Terre. On ne sait pas faire la terraformation. La dernière fois qu'on a fait de la terraformation, donc rendre une planète habitable pour la vie, c'était sur la Terre et ça a mis 100 millions d'années. Donc c'est un projet vraiment délirant qui n'a aucun. C'est un projet de mort, très clairement. Donc peut-être qu'il faut faire autre chose. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'atterrir plutôt et d'observer quand on reste sur Terre, qu'est-ce qu'on voit,
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en fait, la première chose, en fait, c'est un chemin que je vais vous proposer en 3 étapes. Et la première étape, qui est incontournable, c'est d'avoir des arguments pour critiquer la performance. Et même, j'aurais tendance à dire pour ringardiser la performance. Alors, allons-y. Premier argument, ça tient en 2 mots, optimiser, fragilise. Donc, dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Alors là, j'ai pris un exemple évidemment caricatural. Hein, donc voilà, c'est comment mettre le maximum de balles de tennis dans un cylindre. Hein. Ben, une façon de faire, c'est de les couper en deux et de les empiler, quoi. Et là, on met nettement plus de balles de tennis dans un volume, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est quand même un peu exagéré parce qu'on joue quand même beaucoup moins bien au tennis avec des demi-balles de tennis. Alors en fait, il faut vraiment se poser la question. En fait, l'optimisation telle qu'on la comprend aujourd'hui, avec cette injonction de performance là, c'est pourtant ça qu'on fait, hein. Et donc je vais vous le montrer. Alors un exemple, là, ça c'est des plantations dans les Landes. Donc là, on a fait des plantations de bois très alignées. Donc ça, c'est pour augmenter la performance, hein, les récoltes, voilà, l'abattage, etc. Et donc ça, évidemment, que ça augmente la performance économique, mais par contre, ce sont des autoroutes pour le feu et des autoroutes pour les pathogènes. Donc en fait, on fait exactement comme les balles de tennis, on a optimisé et du coup, on a tout fragilisé. Donc ça, c'est pour les plantations. Alors il y a d'autres exemples beaucoup plus globaux, c'est l'histoire de la mondialisation. Là, ce que vous voyez sur cette photo, c'est un stock de voitures électriques chinoises sur le port d'Anvers, qui n'attendent qu'à inonder le marché européen et à détruire la filière automobile européenne. Ça, c'est la fragilité de la mondialisation. C'est très performant et du coup, ça rend le système extrêmement fragile, extrêmement interdépendant. Et puis un dernier exemple, c'est les réseaux sociaux qui sont également très performants pour créer des bulles d'autoconviction. Là, vous avez l'exemple de Trump, hein, mais on pourrait prendre l'exemple du Rassemblement national, c'est à peu près pareil. En fait, les réseaux sociaux, ce sont des outils d'extrême cohérence, d'extrême performance, qui canalisent, qui optimisent un seul message, quoi. Et donc, ça donne ça après. En fait, on perd le sens des réalités, quoi. Donc ça, c'est l'optimisation qui fragilise, donc c'est le premier argument. Un deuxième argument, c'est l'effet rebond, qui est bien connu. Donc ça, je prends mon exemple favori des frigos. Donc dans les années 60, les frigos consommaient beaucoup d'énergie. Donc on a voulu faire beaucoup de progrès d'efficience énergétique. Donc les frigos consomment moins d'énergie aujourd'hui. Mais parce qu'ils consomment moins d'énergie, ils coûtent moins cher, ils sont plus attractifs, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie, on les fait grossir, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est très vicieux parce qu'on pense faire de la sobriété, alors qu'en fait, on fait de l'ébriété. Et donc c'est vrai pour les frigos, mais c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour tout, hein, pour la lessive concentrée. Les avions, hein, c'est bien connu, hein, les avions consomment moins de kérosène, mais c'est ça qui a permis de multiplier le nombre de vols. Et du coup, ce qui se passe avec les effets rebonds, c'est qu'après, on a des effets rebonds sur les effets rebonds. Et donc, par exemple, les avions, quand il y a de l'hypermobilité, eh ben, ça induit aussi du surtourisme. Et donc là, vous voyez une image qui avait fait un peu le tour du monde, là, du Guardian. Donc là, on est au sommet de l'Everest, hein. Voilà. Donc ça, c'est le surtourisme. En fait, ça va être des endroits où il y a tellement de touristes qui font fuir les touristes. C'est vraiment l'histoire de la performance qui devient réellement contre-productive. Ça, c'est l'effet rebond. Alors, troisième argument, c'est la loi de Goodhart. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça veut dire que dès qu'on met un indicateur de performance quelque part, ça va être toxique. Donc l'exemple typique, hein, c'est le sport de compétition là, que je prends ici. Dans le sport de compétition, on veut atteindre la meilleure performance et du coup, peut-être qu'on va être amené à se doper, donc à s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance, alors que son outil de travail, c'est son corps, hein. Et donc là, vous voyez, c'est une reprise d'un artiste là, qui utilise les anneaux olympiques, hein. Mais en fait, c'était une prédiction parce qu'aujourd'hui, on parle de faire les jeux augmentés. Et donc les jeux augmentés, c'est des compétitions sportives où le dopage sera autorisé. Et il y a déjà des sportifs qui ont accepté de jouer à ces jeux-là. Donc là, donc c'est le retour au jeu du cirque, hein. On va voir des sportifs mourir dans les stades, hein. Donc ça, c'est vraiment la loi de Goodhart typique, mais il y a plein de déclinaisons de ça, hein. On peut penser au bachotage des étudiants avant les examens, hein. C'est faire de la performance pour passer l'examen, mais on n'aura rien appris.
On peut penser aux KPI dans l'industrie, hein, les Key Performance Indicators. Hein. Si on met trop le poids sur des KPI financiers, on va rater tous les autres, y compris la survie de l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est 3 arguments. Et puis alors, le dernier argument qui est le plus important finalement, c'est celui-là. Donc c'est une équation à 3 termes. En fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours relatif. Donc ça veut dire qu'on est toujours plus ou moins performant qu'un autre. Donc quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition. Et dans une compétition, qui gagne? Alors c'est très simple, dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la violence. Hein, maintenant, c'est du domaine public. Hein, un certain Emmanuel M a parlé d'efficacité pendant des années, et maintenant il parle de réarmement, il parle de guerre civile. Bon, ben voilà, on est passé de la performance à la violence. Donc c'est voilà, assez clair. Et alors cette violence, donc elle s'exerce contre certains milieux sociaux et aussi contre contre les écosystèmes. Donc là, vous avez des exemples de la crise socio-écologique dans toute sa complexité, pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Tout ça, c'est le produit de notre performance. Notre performance, c'est les écosystèmes qui payent l'addition, on peut le dire comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire un bilan socio-écologique, hein, vous êtes bien au courant. J'aurais juste en fait souligné 2 points saillants. Le premier point, c'est que dans les médias, ce qui domine, c'est le climat. Alors ça, c'est très problématique parce que, et en plus dans le climat, c'est souvent que le CO2, hein, voilà, le bilan carbone, quoi. Alors ça, c'est très problématique parce que du coup, les solutions qu'on apporte à la crise socio-écologique, c'est surtout des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ben, quand on fait ça, en général, on aggrave la pénurie de ressources, on aggrave l'effondrement de la biodiversité et on aggrave les pollutions globales. Le climat, la crise climatique, c'est le symptôme, ce n'est pas la cause. Donc, ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. En fait, notre performance fait une guerre à la vie. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Et donc, par exemple, si on commence par la biodiversité, donc si on augmente la biodiversité, locale ou globale, et ben ça, c'est positif pour la pénurie de ressources, c'est positif pour le climat et c'est positif pour les pollutions globales. C'est nettement plus systémique. Donc, c'est assez évident qu'il faut commencer par la biodiversité. Ça coûte rien en plus, hein, c'est juste semer des graines. On peut le faire à toutes les échelles, sur son balcon, dans son jardin. Et en plus, si on veut avoir un impact global, il y a un levier majeur, c'est l'agriculture, parce que c'est les plus grandes surfaces qu'on a sur Terre, qu'on maîtrise, disons. Et donc, du coup, bah, voilà, et en plus, on sait comment faire pour l'agriculture. On a toutes les solutions, hein. On peut démarrer demain. Donc ça, c'est le premier point. Biodiversité, d'abord, beaucoup plus systémique. Le deuxième point, et c'est surtout sur celui-là que je vais insister, c'est le mot en rouge, là, que vous voyez en haut. En fait, ce que nous disent les rapports scientifiques du GIEC, de l'IUCN, de l'IPBES, de la CIA, de l'OCDE, de l'OMC, enfin, voilà, tous ces organismes, ils nous disent tous la même chose. Ils disent que le 21e siècle sera fluctuant, qu'il sera turbulent. Et donc, c'est ça le premier message. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Le problème, ce n'est pas que la température monte, c'est que le monde devient de plus en plus variable sur tous les plans, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan géopolitique. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et donc ça, c'est très nouveau. En fait, on est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, c'est il y a 10 000 ans, quand les humains veulent contrôler la nature. Aujourd'hui, notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Et donc, il va falloir apprendre à vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Alors tout ça, donc c'est fondamental, c'est vraiment une révolution copernicienne. On sort de 10 000 ans de contrôle et de performance en roue libre, et il va falloir habiter dans un monde où on a perdu le contrôle. Alors, c'est le produit de notre performance, tout ça. Et alors, quelles sont les solutions qu'on a imaginées pour répondre à ce monde fluctuant causé par nos excès de performance? Alors, c'est très frappant. Les solutions qui dominent, qui sont les plus médiatiques, on va dire, ce sont des solutions performantes. De la géo-ingénierie, de l'agriculture de précision, des ampoules basse consommation, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment addict, que c'est vraiment un culte de la performance. C'est une dérive sectaire. La performance, c'est la cause du problème. Les solutions auxquelles on pense, c'est encore scotché, coincé dans le monde de la performance. Donc, il va falloir dérailler, parce que ça, évidemment, que ça va de nouveau faire de l'optimisation qui fragilise, des effets rebonds, de la loi de Goodhart et de la dégradation de l'environnement. Donc, du coup, ben voilà. Alors, on peut s'inspirer de ce que dit Albert Einstein, la première étape.
on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Ben ça, c'est tout simple. Ça veut dire que si c'est la performance qui est la source du problème, il y a peu de chances que la performance soit aussi la solution. Il va falloir dérailler du monde de la performance. Alors, on revient du coup à la question, qu'est-ce qui nous habite, enfin, quelle est la grande question qui va nous occuper au XXIe siècle? Alors, c'est tout simple, hein, c'est comment habiter un monde fluctuant. Toutes les autres questions sont secondaires, hein. C'est la première question. Et j'ai envie de dire, il est trop tard pour espérer faire réduire les fluctuations. Il aurait fallu dérailler dans les années 60. Donc ça va fluctuer, enfin ça fluctue déjà, hein, les méga-feux, les méga-inondations. Donc c'est pas qu'une prédiction, c'est du vécu. Donc c'est ça, la première question, comment habiter le monde fluctuant? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une très grande question, mais en fait il se trouve que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc peut-être qu'on a les réponses sous nos yeux. Peut-être que les êtres vivants ont des recettes, ont des lois, ont des principes qui pourraient nous éclairer pour habiter ce nouveau monde fluctuant. Et bien donc allons-y, c'est la deuxième étape, c'est les nouveaux récits du vivant. Et j'insiste sur le mot nouveau, parce que comme je le disais en entrée, la biologie hein, s'est aussi fait avoir hein, par le culte de la performance. Et donc là, je peux montrer cet exemple. Si vous regardez les documentaires animaliers des années 80, c'est souvent des documentaires où on voit des séquences proie-prédateur. Hein, la lionne qui se chope une gazelle ou un hippopotame. Là. Voilà, ben ça c'est des moments de compétition. Et donc, on a réduit le vivant à beaucoup de compétitions, en fait. Hein, la survie du plus fort, la survie du plus adapté, quoi. Hein. Donc, avec une lecture très biaisée de ce qu'a écrit Darwin, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, depuis 20-30 ans, qu'on a une analyse beaucoup plus systémique du vivant, bah, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, ça va parler au scope, hein, c'est que dans les écosystèmes, ce qui domine, c'est la coopération. Ce n'est pas la compétition. Donc, notamment dans les océans, hein, qui sont assez pauvres en ressources, voire très pauvres en ressources, les êtres vivants coopèrent entre eux. On se serre les coudes dans les moments difficiles. Ben voilà, c'est ça hein, ce qui domine dans les écosystèmes, parce que la plupart des écosystèmes ont des maillons faibles, hein, quelque part, ont des facteurs limitants, et donc du coup, ils coopèrent. Quoi. Donc c'est ça, en fait, ce qui domine sur Terre. Hein, pour être terrien, il faut être un coopérateur, hein, grosso modo. Hein. Donc, et la compétition, finalement, c'est la partie spectaculaire du vivant, mais qui est très marginale. C'est que si je prends l'exemple des lionnes, hein, alors déjà, quand elles chassent, 95% des fois, elles ratent. Hein, et mais en fait, l'essentiel du temps, elles dorment, hein, elles font autre chose, elles ne font pas que chasser tout le temps. Hein. Donc évidemment que voilà, il y a de la coopération familiale, voilà, tout ça. Alors ça, je vous le dis comme ça, on bascule de la compétition à la coopération. Hein. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de compétition dans le vivant, mais c'est qu'on a rééquilibré les choses, quoi. Et surtout, en fait, ce qu'on a identifié en analysant les systèmes vivants, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, quand on analyse les systèmes vivants, donc les réseaux du vivant, les réseaux moléculaires, les réseaux génétiques, les réseaux physiologiques, les réseaux de neurones, les réseaux des écosystèmes, eh ben, on trouve en fait que les êtres vivants sont robustes. Donc la robustesse, il faut bien que je la définisse, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la robustesse. Ben, les êtres vivants, ils passent les millions d'années parce qu'ils sont robustes. Alors, ce qui est très rafraîchissant là-dedans, c'est que quand on analyse la robustesse du vivant, d'où vient-elle? Eh bien, on se rend compte que la robustesse du vivant se construit contre la performance. Alors là, vous voyez que ce n'est pas du tout cosmétique, cette histoire de robustesse. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute au modèle existant, c'est un contre-modèle. C'est un contre-modèle à notre culte humain pour la performance. Quoi. Alors ça, donc, en fait, ce que vous voyez là, les mots à gauche, là, ce sont, si vous voulez, les mots-clés qu'on peut extraire de l'analyse des réseaux du vivant. Qu'est-ce qu'on trouve dans les réseaux du vivant? Ben, beaucoup d'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Hein, la sélection naturelle, hein, par exemple, c'est aveugle. Hein, on ne sait pas bien où on va. Quoi. Beaucoup d'hétérogénéité, hein, pensez à la biodiversité, voilà, c'est extrêmement hétérogène, beaucoup d'incertitudes, il y a énormément de processus en biologie qui sont aléatoires, donc il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, hein, qui n'étudie que les processus aléatoires chez le vivant, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de lenteur, beaucoup de délai, ça se comprend bien quand on réfléchit bien en fait. Hein, les êtres vivants, c'est beaucoup des cycles, hein, cycle menstruel, cycle cellulaire, cycle circadien. Alors des cycles, hein, c'est des oscillations dans la durée. Donc il faut maintenir les oscillations. Pour maintenir une oscillation dans la durée, il faut activement maintenir un délai.
S'il n'y a pas de délai, l'oscillation va s'amortir hein, et ça va s'aplatir. Et ça, c'est la mort. Hein. Donc, en fait, c'est les oscillations. Tant qu'on est vivant, on continue à osciller. Quoi. Et donc, il faut des lenteurs, il faut des délais. Beaucoup de redondance. Voilà, pensez à un arbre. Hein, c'est incroyable le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Beaucoup d'incohérences, donc beaucoup de contradictions internes. Donc ça veut dire qu'en fait, les êtres vivants sont toujours un peu bancals, quoi. C'est jamais bien stabilisé. Et ça, en fait, ça donne une forme de souplesse interne. Et ben, cette souplesse interne, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations externes. Quand on est trop cohérent, en fait, on devient très rigide. Mais quand on est très rigide, on casse. Donc, il faut, pour avoir de la souplesse, il faut en fait autoriser le dialogue, hein, si vous voulez, pour le dire rapidement, quoi, le dialogue, la contradiction. Et le dernier point, c'est l'inachèvement, parce que les êtres vivants sont inachevés, parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, tant qu'on est vivant, on est inachevé, quoi. On n'arrête pas de se régénérer. Quoi. Donc vous voyez, en fait, tout ça, pour un humain du 21e siècle, hein, ce sont que des contre-performances. Hein. C'est ni efficace, ni efficient. Alors, je vais vous le montrer quand même avec mon exemple favori de la température corporelle. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés. Et puis, quand on a de la fièvre, hein, quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, on monte en température. Donc 38, 39, 40 degrés. Et ben, en fait, quand on isole les protéines et les enzymes de notre corps, en fait, ce qu'on trouve, c'est que l'activité des enzymes, l'optimum d'activité des enzymes, n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps n'est pas au maximum de performance, il n'est pas à l'optimum de performance, il est sous l'optimum, mais bien en dessous. Hein. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins. Par contre, à 40 degrés, là, vous avez un métabolisme qui fonctionne très fort, qui est plutôt à très haute performance. Et donc, en fait, ce qui se passe, vous voyez, le truc, c'est tout simple, c'est qu'à 37 degrés, on est sous l'optimum et donc on est robuste parce qu'on a gardé des marges de manœuvre. Ça marche, mais sans plus, quoi. On a gardé des marges de manœuvre au cas où il y a un pathogène qui rentre et là, du coup, on augmente la température, on fait de la fièvre. Et là, du coup, on augmente la performance et là, on peut en fait dégommer le pathogène de passage, quoi. Mais à 40 degrés, on reste que 3 jours. Hein. Après, c'est mortel. Ça en fait un burn-out moléculaire. Hein. Les enzymes vont se dénaturer, les protéines vont se dénaturer. Donc, on ne peut pas rester à 40 degrés comme ça éternellement. On doit revenir à 37 degrés. Et donc ça, c'est un exemple tout simple pour montrer que pour être robuste, il ne faut pas être très performant. Il faut garder du jeu dans les rouages, il faut garder des marges de manœuvre. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. C'est vraiment deux valeurs qui s'opposent. Quoi. Alors du coup, si je sors de la biologie, ça doit nous éclairer dans ce monde qui devient de plus en plus fluctuant. Alors en fait, jusqu'à présent, hein, depuis les 10 derniers milliers d'années, hein, comme je disais, le progrès de l'humanité, ça a été des gains de performance, hein, que ce soit au niveau individuel, les collectifs, les entreprises, les technologies. On a voulu augmenter la performance. Ben, aujourd'hui, on se rend compte, hein, c'est la courbe rouge là, en fait, on est dans cette zone-là, c'est-à-dire que plus on augmente les performances, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc on baisse en robustesse. Donc on ne pourra pas continuer sur le chemin de la performance. C'est physiquement impossible. C'est-à-dire que quand on fait le chemin de la performance, on s'enferme dans une voie étroite. Efficacité, efficience. On se canalise. Dans un monde qui change tout le temps, ça n'a aucun sens. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des gains de robustesse. Et on n'aura pas le choix. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, on fait de plus en plus de robustesse. C'est sa définition. Hein. C'est la réponse opérationnelle au monde fluctuant. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et du coup, oui, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Et puis, vous voyez, c'est sur deux axes différents. Parce qu'en fait, on ne peut pas être très performant et très robuste. Quand on est très performant, on s'est enfermé dans une voie étroite. Quand on est très robuste, on a plutôt diversifié, on explore, on expérimente. C'est le contraire. Alors du coup, ça peut paraître quand même très utopique, hein, parce que, je sais pas moi, les actionnaires, ils veulent toujours de la performance, les clients, ils veulent des objets pas chers tout de suite, c'est toujours de la performance, les électeurs, ils veulent de l'efficacité politique, c'est encore de la performance. Donc est-ce que vraiment c'est crédible hein, de se dire qu'on va basculer comme ça, après 10 000 ans de performance, vers la robustesse? Alors, c'est là qu'une autre analogie du vivant est bien pratique, hein, c'est celle des nuées d'oiseaux.
les nuées des tourneaux, hein, par exemple. Donc ça, c'est des nuages d'oiseaux et là, on peut se demander, comment font-ils pour être, si coordonnés, quoi, hein? Comment font-ils pour savoir, quand est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche, quoi, de façon, globale, hein? Alors c'est très simple, hein, c'est en un mot, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le reste de la nuée d'oiseaux. Donc tous les systèmes basculent par leur marge. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée sont aveugles au monde. Ils voient rien en fait, ils ne voient que les oiseaux voisins. Les oiseaux qui sont à la périphérie du groupe sont ceux qui sont exposés aux fluctuations du monde, et donc ce sont eux qui répondent. Et donc ce sont eux qui guident le groupe. Et donc ça, cette idée-là, que ce soit, c'est vrai pour des oiseaux, c'est vrai pour des bancs de poissons, mais c'est vrai aussi pour les sociétés. Tous les systèmes sociaux basculent par leur marge. Dans l'histoire des empires, le démontre très facilement. Il y a aussi cette citation de Jean-Luc Godard, hein, que j'aime beaucoup, hein, c'est la marge qui tient la page. Ben, c'est la même chose. C'est qu'en fait, tout se passe aux marges. Si vous voulez voir les signaux faibles du monde qui change, il faut aller regarder la périphérie de la société. Et donc, le basculement de la performance à la robustesse, on ne le trouvera pas au cœur du système. C'est pas la peine d'aller voir Total, McKinsey, tout ça, c'est le monde faisandé de la performance. Il faut aller regarder la périphérie. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la périphérie? Eh ben, c'est là que c'est très inspirant, parce qu'en fait, on a déjà basculé vers la robustesse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas encore basculé. Mais aujourd'hui, c'est factuel, on a déjà basculé. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Mes exemples favoris, l'agriculture, eh ben, on est en train de voir la montée de l'agroécologie. Alors, c'est toujours avec des dents de scie, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais la tendance longue, c'est l'augmentation des surfaces en agroécologie dans le monde. Et donc ça, c'est une inversion totale, hein. Donc l'agroécologie, hein, la permaculture, l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes. Donc c'est de l'agriculture qui est basée sur de la biodiversité cultivée, plus compliquée, plus lent, plus redondant, plus hétérogène, mais plus robuste. Les parcelles sont plus résistantes à la sécheresse et plus résistantes aux pathogènes, grâce à la diversité génétique cultivée. Et ben donc ça, c'est une inversion, en fait. Quand on bascule de la performance à la robustesse, hein, quand on bascule de l'agriculture intensive à l'agroécologie, ben en fait, on bascule d'un monde où on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production vers un monde où on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça veut dire que dans un monde de l'agroécologie, le paysan en agroécologie, il ne fait pas seulement du rendement en grains. Il fait aussi des insectes auxiliaires, il maintient l'hygrométrie de ses sols. S'il fait des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. On quitte le monde de la pauvreté des interactions. C'est plutôt très positif, hein. Le monde de la robustesse, c'est nettement plus engageant, hein. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance, hein. Le monde de la performance, c'est un monde très stérile finalement, hein, très canalisé et très pauvre en interaction. Un deuxième argument, encore plus pratique, hein, c'est le monde du tout réparable. Il y a 20 ans, le réparable, hein, c'était un atelier de réparation de vélos en ville, quoi, et c'était à peu près tout. Bah, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses biens. Et des très grandes entreprises, hein. Là, je vous ai pris des exemples. La Royal Mail, là, c'est plutôt des petites entreprises. Ils font des pulls réparables, garantis à vie même, 1083, etc. Mais il y a aussi des grandes entreprises, Decathlon, Intersport, Michelin, qui vendent des pneus au kilomètre. En fait, on est en train de basculer de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Et ce n'est pas une mode, c'est une réponse opérationnelle à un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources. La réponse, c'est le tout réparable, c'est l'économie de la fonctionnalité. Pour s'en convaincre, hein, il faut juste imaginer que la Chine envahisse Taïwan dans un mois. Donc la Chine ferme ses frontières. Toutes les entreprises qui dépendent de biens importés chinois mettent la clé sous la porte, sauf si elles ont commencé à faire de la réparation et de l'économie de la fonctionnalité. Et là, elles auront un nouveau modèle économique. Et donc c'est très réjouissant de voir que c'est en train de se passer sous nos yeux. Et encore une fois, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Là, maintenant, c'est massif. Donc les oiseaux à la périphérie ont commencé à contaminer le cœur, hein, si vous voulez. Alors ça inverse beaucoup de choses, là aussi, et notamment ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Donc un ingénieur dans le monde de la performance, bah, c'était quelqu'un qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Bah, ça, c'est le vieux monde de la performance. Donc, dans le monde de la robustesse, les ingénieurs, ils ont le même, enfin, ils ou elles, évidemment, ont le même savoir scientifique, hein, c'est les mêmes sciences, mais c'est le sens des technologies qui change. On va demander aux ingénieurs de développer des solutions robustes. Alors, c'est quoi des solutions robustes? Bah, c'est deux choses. Techno-diversité. Donc, ça veut dire qu'un ingénieur, il ne fait pas seulement la meilleure solution technique, il doit plutôt développer un ensemble de solutions robustes
Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D, etc. Donc, c'est technodiversité. Et la deuxième chose, c'est que la solution doit viser l'autonomie technique des citoyens. Ça veut dire que les citoyens doivent être capables de réparer, d'adapter, de s'approprier, de partager les outils techniques à l'échelle d'un collectif, d'une région, d'un pays, mais pas au-delà. Donc, c'est une forme d'autonomie territoriale, si on veut, quoi. Et donc, vous voyez ici là, que c'est en fait, c'est ça qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent. On a besoin d'eux. Mais par contre, leur métier va changer. Ce sera beaucoup moins paresseux qu'avant et beaucoup plus intéressant, à mon avis. Alors là, à ce moment-là, on peut se dire aussi un truc, c'est que, et c'est souvent une critique qu'on fait aux écolos en général, c'est de dire que ah ouais, mais ça, c'est la robustesse, c'est le monde d'avant, c'est le retour en arrière, c'est technophobe. C'est contre l'innovation, c'est ce qu'on entend souvent, c'est les Amish et la bougie. Bon, bah, en fait, il faut bien se poser la question, qui est technophobe? Il ne faut pas se faire avoir. Donc, en fait, qui est technophobe? C'est le monde de la performance qui est technophobe, quand on réfléchit bien. Parce que dans le monde de la performance, les ingénieurs développent les solutions les plus performantes, et ces solutions-là écrasent les solutions techniques plus anciennes. Donc ça, c'est technophobe. Et en plus, à chaque incrément technologique, la solution technique s'éloigne du citoyen. J'imagine que personne ici n'est capable de réparer son smartphone. Ça, c'est doublement technophobe. Alors que dans le monde de la robustesse, si on a une nouvelle technologie et qu'elle est robuste, on la garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on écrase les technologies plus anciennes. On garde tout, à condition que ce soit robuste. Et en plus, on veut que les citoyens mettent les mains dans le cambouis. Donc c'est doublement technophile, en fait, le monde de la robustesse, quand on pense les choses correctement. Alors ça, c'est pour les nouveaux ingénieurs. Et alors évidemment, c'est vrai aussi pour les collectifs, et donc c'est là où ça va parler particulièrement au scope, c'est qu'en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est le développement du modèle coopératif, mais sous plein de formes différentes. Donc il y a les scopes, mais il y a aussi l'habitat participatif. Donc là, c'est des citoyens qui se mettent ensemble. Ça met 5 ans à sortir, un habitat participatif, donc c'est beaucoup moins performant que d'aller voir son agent immobilier. Mais par contre, c'est une école de la coopération. C'est que ce soit dans les scopes ou dans l'habitat participatif, ce n'est pas seulement le produit économique ou le logement qui est intéressant, c'est le processus, c'est le chemin. C'est qu'en fait, dans ces structures-là, non seulement on obtient un objet, on obtient un produit, on obtient un service, mais en plus, on apprend à coopérer. Alors, la coopération, c'est l'exemple typique du mode d'organisation qui est adapté à un monde fluctuant. Comme pour les écosystèmes, comme pour les êtres vivants qui font plus de coopération quand ils sont dans des environnements plus pénuriques, où il y a plus de difficultés, où il y a plus d'instabilité. Donc le monde de la coopération, c'est le monde qui est en avance sur le monde fluctuant qui vient. Alors, je vais vous le montrer avec avec 2 diapos, à vrai dire, pour essayer de comprendre ça vraiment au cœur, parce qu'en fait, ça pose des tas de questions sur notamment la posture du leader. Dans le monde de la performance, le leader, c'est un meneur qui va dire « je veux et je sais comment faire ». Bon, je pense que vous voyez plein de personnes qu'on peut mettre derrière ce personnage-là. Bon, ça, c'est très performant, parce que là, du coup, ça va aller très vite. En plus, on sait comment faire, donc voilà, allons-y, ça va très vite. Mais c'est aussi très excluant. Et c'est extrêmement fragile, parce que le jour où le meneur n'est plus là, le projet tombe. Donc ça, c'est de la performance qui peut aller très bien dans des temps courts, mais qui n'est pas viable dans la durée. Donc, ce n'est pas robuste. C'est performant et donc ce n'est pas robuste. Et dans le monde de la robustesse, il y a aussi des décideurs. Mais alors, que disent-ils? Ils ne disent pas « je veux », ils disent « j'ai envie ». J'ai envie. C'est-à-dire qu'on passe du vouloir au désir. Il faut créer du désir. Le désir, ça mobilise. Et ils ne disent pas « je sais comment faire », ils disent « je ne sais pas comment faire ». Donc en fait, dans le monde de la robustesse, ce qu'on met au milieu de la table, c'est le manque. Donc c'est une contre-performance. Et ça mobilise, ça fédère. Et donc vous voyez, c'est typiquement de la sous-optimalité, une contre-performance qui va créer de la robustesse dans la durée. Parce que maintenant, on a mobilisé un collectif, et donc même si le décideur n'est pas là, le projet va continuer. Le décideur, en fait, c'est un facilitateur dans ce cas-là. Alors, je vais vous le montrer encore d'une autre façon, et c'est pour répondre à ma diapo sur la performance et la violence. En fait, quand on pense sous-optimalité, donc contre-performance, donc là, vous pouvez imaginer là, les 3 maillons, là, il y a un maillon faible au milieu, ce serait le maillon en pointillé, là. Ça serait le maillon faible, disons, dans un groupe, dans un trio de musique, par exemple. Alors, dans le monde de la performance, soit on écarte le maillon faible, soit on le fait travailler très fort pour qu'il devienne un maillon fort. Voilà.
Bon, bah ça, en fait, ça marche pas parce que ça fait 3 personnes qui se parlent pas finalement, ou alors de l'exclusion qui marche pas non plus, parce qu'après on va perdre des forces, quoi. Donc du coup, bah, dans le monde de la robustesse, au lieu de forcer le maillon faible à devenir un maillon fort, on le laisse maillon faible. Le maillon faible, en fait, attire l'aide des autres. Donc ça, en fait, ça stimule les interactions. Et ces interactions sont le carburant de la coopération. Et donc là, en fait, on fait une sorte de code de maille, une code de maille où il y a plusieurs chemins pour interagir et pour trouver des solutions. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire dans la coopération, plusieurs personnes, plusieurs collectifs à mobiliser. Ben ça, c'est robuste. En cas de fluctuation, ça va tenir le choc, hein. C'est comme une cotte de maille, hein. Il peut manquer des mailles, la cotte de maille, elle tiendra toujours, quoi. Ben ça, c'est de la robustesse. Voilà. Et donc la coopération, c'est exactement ça. Et que dans une coopération, en fait, parfois, il faut aller contre son objectif individuel pour atteindre l'objectif commun. Et ben ça, c'est un exemple typique, hein, où on fait de la contre-performance pour faire de la robustesse du groupe. Alors, je vais terminer avec cette petite, 2-3 images encore, et puis après je vais ouvrir. Là, en fait, ce que je vous dis, finalement, c'est mon message principal, c'est que dans un monde stable et abondant en ressources, c'est OK de faire de la performance. Ça peut se justifier. C'est qu'en fait, c'est pas très grave dans un monde stable et abondant en ressources de faire plein de performances, parce que de toute façon, si on stérilise un territoire, c'est pas grave, parce qu'il y a des ressources ailleurs. Dans un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources, on bascule de la performance à la robustesse. Et vous voyez, c'est un équilibre, hein. C'est-à-dire que dans le monde fluctuant qui vient, c'est pas comme si on va complètement écarter la performance. C'est plutôt un équilibre. C'est que c'est comme un pompier. Si vous voulez, un pompier, quand il est au feu, il fait de la performance. Et dans n'importe quel monde, hein. C'est qu'il faut éteindre le feu le plus vite possible. Et donc là, il ne faut pas faire une approche participative pour savoir qui est le chef du feu, quoi. C'est du pouvoir vertical, hiérarchique, avec de la performance. Donc c'est de la performance. Mais par contre, le reste du temps, le pompier, il est dans la robustesse. Parce qu'en fait, bah, il attend, il va faire de l'entraînement, essais-erreurs, il va essayer de parer à des imprévus au cas où, s'entraîner, et cetera. Bah, ça, c'est de la robustesse. Et donc, en fait, dans le monde de la polycrise qui vient, on va faire de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on va autoriser la performance. Donc, ce sera vraiment le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors juste pour terminer, juste pour avec une autre image, hein, qui peut aider à penser ça, et sur le plan économique, c'est qu'en fait, quand on fait des projets actuellement, hein, des projets d'association, des projets d'entreprise, des projets économiques, en fait, en général, hein, la première question qu'on se pose, c'est: est-ce que mon projet est viable économiquement? Donc la fondation de nos projets, hein, dans le monde de la performance, c'est une fondation économique. S'il y a une fondation économique, alors il y aura du lien social. S'il y a du lien social, ça nous laissera du temps pour nous occuper de l'environnement. Voilà, c'est un petit peu ça notre pyramide actuelle. Alors ça, c'est une pyramide qui n'a aucun sens, parce que la fondation, c'est l'économie. L'économie, c'est une abstraction. Donc il n'y a rien de physique là-dedans. Donc en fait, cette pyramide, elle marche parce qu'en dessous de l'économie, il y a une brique qui sont des ressources pas chères, du pétrole, des métaux, quoi, hein, des minéraux, quoi. Donc ça, tant que ça marche tant qu'il y a beaucoup de ressources pas chères, quoi. Donc l'économie n'est là que pour gérer l'abondance des ressources. Quand les ressources ne sont plus abondantes et que le monde est instable, eh ben, en fait, on inverse la pyramide. Et donc ça veut dire que tout projet, la fondation de tout projet, c'est le soin au milieu naturel. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est comme ça que fonctionnent toutes les civilisations et toutes les sociétés, hein. C'était un peu une anomalie, hein, notre ère du pétrole, hein, si vous voulez. Donc en fait, le soin au milieu naturel, si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social. S'il y a du lien social, ça créera des modèles économiques. Et donc là, l'économie est à la bonne place. Ce n'est plus une contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Donc vous voyez que c'est vraiment une inversion totale, hein, quand on bascule de la performance à la robustesse, y compris la place du modèle économique a changé. Alors, je vais m'arrêter là avec peut-être ce petit point sur la posture, mais que j'ai déjà un petit peu dit. Je vais juste le redire. Donc, dans un monde de performance, le décideur, c'est un meneur au service du pouvoir. Donc voilà, il va stabiliser son collectif. Bah, dans le monde de la robustesse, le décideur, c'est un facilitateur au service de la puissance. C'est-à-dire que s'il n'est plus là, ça continue à se propager et à se déployer. Et donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus proche du modèle coopératif.
Alors, je m'arrête là. Donc, si vous voulez creuser l'affaire, mais ça a déjà été cité. Donc, il y a le petit tract chez Gallimard, là, 60 pages, qui est un texte d'intervention, donc sans aucune référence. Hein, c'est vraiment juste pour faire passer l'idée. Si vous voulez creuser plus en détail, ça, c'est la 300 pages, 500 références, donc c'est beaucoup plus détaillé. De l'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale. Alors, c'est sorti en mars, à vrai dire, je ne pensais pas que ce serait aussi pertinent avec l'actualité. Mais bon, ça fait partie de la trajectoire dans laquelle on est. Il y a un MOOC Construire la robustesse, des conférences en ligne et des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Et donc, on a un peu de temps s'il y a besoin de clarifier ou de nuancer certains points de ma présentation. Merci. Merci Olivier. On a même beaucoup plus que du temps puisque nos webinaires finissent en général à vers 45, donc on peut vraiment largement venir interroger le propos que vous venez de tenir. Je voulais vous adresser tout d'abord mes félicitations car vous avez intégré le logo non pas seulement l'ESCOP, mais l'ESCOP Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je pense qu'il a fallu le chercher. Je sais pas s'il est disponible s'il est aussi dans vos autres supports ou si vous l'avez intégré tout spécialement pour nous. Je l'ai. Mais je voulais avoir un petit point de précision parce que c'est vrai qu'on dit que les coopératives peuvent avoir une forme de robustesse avec la question des réserves impartageables, mais il y a aussi un point qui m'est apparu quand vous l'avez cité, c'est que notre mouvement il est organisé de manière robuste avec ses outils financiers. Peu de personnes le savent, mais quand nous avons une cotisation faite par notre organisme national, la CGSCOP, il y a un tiers qui revient à la CGSCOP pour défendre les intérêts du mouvement au plus près des intérêts nationaux, un tiers qui redescend aux unions régionales, et un tiers qui va directement aux outils financiers qui permettent à la fois de développer des projets et d'aider les coopératives qui ont des difficultés parce qu'il y a justement une fluctuation. Voilà. Donc ça, si vous êtes venu à l'Assemblée Générale il y a quelques jours et que vous avez participé à comprendre les outils financiers du mouvement, vous en avez eu un aperçu plus que clair. C'est un atelier qui en a tous les ans. Et si vous voulez en savoir un peu plus, venez l'an prochain à l'Assemblée Générale. J'ai pas encore la date, mais ça sera fin juin ou au plus tard en septembre parce que ce sera une année de congrès régional. J'ai fini la précision sur les scopes Auvergne-Rhône-Alpes et comment on peut être robuste aussi en tant que mouvement et pas simplement en tant que personne morale. Merci Olivier pour l'ensemble de ce propos sur la robustesse et l'ensemble de vos arguments. Vous l'avez dit, il y a plein de choses à découvrir dans ce que vous produisez. La recherche, ce n'est pas qu'un outil de scientifiques spécialistes, c'est aussi de la vulgarisation qui permet à tout le monde de s'emparer des contenus de ce que vous produisez de manière large. J'ouvre la parole à tout le monde. Merci à ceux qui ont regardé le replay jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous en septembre pour un rendez-vous avec Baptiste Milondo sur la question la discussion de l'argent en entreprise. Très bonne journée à vous. Au revoir.